Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans Tech Café, votre rendez-vous hebdomadaire sur l'actu tech et ses enjeux de société. Nous sommes le 9 juillet 2021 et c'est l'épisode 237, un épisode un petit peu spécial de ce qu'on fait d'habitude. Je suis Guillaume Vendée et tout seul, je serai pas accompagné pour cette première partie news. Par contre, j'ai l'immense plaisir d'accueillir Mika de la communauté des podcasts francophones, qui est passionné de tech et qui a plusieurs activités dans le domaine de la tech, qui est venu parler avec moi de quelques préconisations en matière de santé numérique, quelques recommandations pour nous assurer tous autant qu'on est que notre consommation en ligne est la plus sûre possible. Je pense que ça intéressera peut-être une bonne partie d'entre vous qui pensent pas toujours à ces éléments-là, et peut-être que si jamais vous connaissez ces préconisations en matière de sécurité, vous aurez à cœur, comme c'est l'été, de vous reposer les bonnes questions, d'installer un certain nombre de choses de base pour garantir la sécurité de votre consommation, ou peut-être même que vous pourrez partager ce segment audio à vos proches si jamais vous pensez qu'il est pertinent de leur propager la bonne parole. Mais avant de parler de ces sujets-là avec Mika, je voulais vous relayer quelques articles que j'ai trouvés assez croustillants ces derniers jours dans ma veille. Il y a en fait 3 sujets assez simples. Il y a un premier sujet autour d'un piratage massif chez Microsoft avec une sombre histoire de cartes cadeaux. Vous allez voir, c'est assez cocasse. Une petite mention aussi autour de ce qui se passe en matière d'antitrust, qui cette fois-ci concerne non pas l'App Store d'Apple mais le Play Store de Google. On sent qu'il y a un gros mouvement qui est en train de se mettre en place sur le plan juridique, donc je voulais vous le mentionner. Et puis un petit clin d'œil autour des jeux vidéo. Je voudrais commencer par cette histoire qui a été partagée sur internet dans plusieurs sites d'actu, avec un monsieur qui s'appelle Volodymyr Kszachuk, donc désolé si j'écorche son prénom, nom de famille, qui a été recruté en 2017 chez Microsoft. C'est un ingénieur d'origine donc ukrainienne, et son boulot c'était de mettre à l'épreuve la sécurité sur la partie vente en ligne, donc tout ce qui est commerce électronique mené par Microsoft, que ce soit sur leur boutique, site web ou sur leur méthode de distribution en direct. Donc il a été recruté pour tester la partie sécurité. Alors, comme il devait mettre en place un certain nombre d'actions, de tests, il avait été doté d'une fausse carte de crédit qui permettait de simuler des achats. Et évidemment, ces achats, je sais pas, quand il commandait une Xbox, quand il commandait un PC, forcément la commande n'aboutissait pas parce que c'était reconnu comme fictif sur le bien matériel. Mais il y a quelque chose qui n'avait pas été anticipé dans la mise en place de ce dispositif. Et pour cause, je pense que c'était peut-être son rôle à lui d'identifier cette limitation dans leur protocole de test, mais il n'a pas dû le dire. Il a commencé à tester la commande de cartes cadeaux, de cartes, vous savez, les cartes avoir Xbox que vous pouvez acheter dans le commerce pour après faire des acquisitions en ligne. Et donc il a commencé à tester l'acquisition de codes de cartes cadeaux, qui sont composés donc de 25 caractères uniques à chaque fois, et qui permettent donc de s'acheter des biens. Alors c'est des biens immatériels sur Xbox, donc vous pouvez vous acheter des jeux vidéo, des films, mais il y a un truc assez intéressant avec ces cartes cadeaux, c'est que on peut les revendre en tant que telles, donc ça fait une sorte d'économie parallèle. Il y a la possibilité de revendre ces cartes cadeaux sur internet, ce qu'il a commencé un petit peu à faire pour tester s'il pouvait se faire un petit peu d'argent. Alors au début, il a généré des petites sommes, il a fait ça pour un petit peu pour le fun, des cartes cadeaux avec des montants honorables de 10 à 100 euros. Sauf que voyant que ça fonctionnait bien, il a carrément mis en place un programme informatique pour gérer ça efficacement, et il a commencé à générer énormément de cartes cadeaux. Alors il les revendait avec des remises alléchantes de plus de 50%, donc forcément pour les personnes qui se retrouvaient à acheter la carte cadeau, ça leur faisait des avoirs du double du montant qu'ils achetaient. Une carte cadeau de 20 euros, ils pouvaient acheter jusqu'à 40 euros par exemple. L'enquête a montré qu'en tout, il avait généré 152 000 cartes cadeaux d'une valeur totale
de 10 millions de dollars, ce qui est assez dingue comme initiative de la part d'une personne comme ça isolée dans une entreprise comme celle de Microsoft. Je cite les procureurs qui s'occupent là aujourd'hui de l'enquête, qui disent que à un moment donné, Gvashuk émettait tellement de code qu'il faisait à lui seul monter ou descendre le prix des cartes cadeaux Xbox sur les marchés revendeurs. Lorsque les prix tombaient trop bas, il arrêtait de fabriquer des codes en attendant que le marché remonte. Vous imaginez à quel point cette personne a eu un impact à lui tout seul sur l'économie des cartes cadeaux Xbox. Alors il y va, il a commencé à se faire une belle fortune, il s'achète une villa à plusieurs millions de dollars, il s'achète une Tesla rouge forcément pour bien profiter de son argent. Mais alors on sait pas trop comment, mais Microsoft commence à flairer le problème. Je pense qu'ils ont dû voir des déficits assez massifs dans certains équilibres financiers. Donc ils flairent le problème et ils font appel à une personne qui va enquêter. Donc c'est un détective, un ancien de Scotland Yard qui est chargé de l'enquête et qui tombe assez rapidement sur des éléments qui lui permettent de penser que c'est cet ingénieur qui est à l'origine de ces transactions-là. En plus, tout l'historique a été conservé. Et c'est d'ailleurs un gros problème, une grosse erreur qu'a commise cette personne. C'est que il était très bon, mais en même temps, il y avait des choses assez simples qu'il a laissé passer, sans lesquelles probablement son arnaque serait peut-être encore indécelée aujourd'hui. Notamment, il a utilisé le même ordinateur pour tous ses vols. En gros, tout était tracé sur une même IP et sur un seul et même poste. Et son premier achat, en tout cas un de ses tout premiers achats, qui était une licence Microsoft, était enregistré au nom de sa startup perso. Donc le lien aussi à ce niveau-là était évident. Alors attention, plus c'est gros, plus ça passe. On soulignera que ces avocats plaident désormais la bonne foi. Ils disent qu'il avait absolument pas l'intention de frauder l'entreprise. Et même, tenez-vous bien, que selon eux, Gvashuk aidait en réalité Microsoft, car plus Xbox donne de cadeaux, plus cela le rend populaire et encourage les achats. Bon, magnifique. Je pense que quand il y a de la gêne, il n'y a pas de plaisir au niveau de la défense de cette personne. On verra évidemment ce qui lui arrivera, mais je trouvais l'histoire assez cocasse, surtout pour une entreprise comme celle de Microsoft, et c'est pas il y a si loin que ça, finalement, en 2017. Un autre sujet d'actualité donc que je voulais vous partager, c'était ce qui tombe pour Google, qui se retrouve ciblé par plusieurs États américains, 36 exactement, qui portent plainte à l'encontre de Google et donc qui lui reproche le fait de maintenir illicitement une situation de monopole avec le Play Store sur Android. Alors ça pose un petit peu plus question, parce que autant sur iOS, on a évidemment un monopole sur les appareils iOS pour la distribution des applications, parce qu'il y a que l'App Store. On peut parler on peut citer plutôt une nouvelle fois l'affaire qui voit s'opposer Epic Games et Apple au sujet notamment de la distribution de Fortnite et les plaintes d'Epic Games à ce sujet. Mais là, ça concerne plus Google. Mais c'est un peu plus curieux parce que des magasins d'applications alternatifs, il y en a finalement plusieurs. Il y a notamment celui de Samsung qui est distribué sur les smartphones Android de la marque Samsung, le Galaxy Store. Et puis il y a aussi d'autres magasins d'applications à côté. Et puis il y a même la possibilité d'installer les applications packagées, donc les applications indépendantes d'un magasin d'applications que vous pouvez télécharger et que vous installer sur votre smartphone Android en ayant autorisé cette possibilité-là. Petite parenthèse pour dire que dans le dernier épisode de Tech Café, dans le 237, celui de la semaine dernière, on a partagé avec Guillaume Pogjaspala l'initiative de Google en ce sens. Il voudrait faire évoluer les points PKG en points AAB, donc un nouveau format d'application pour leur Play Store. Vous irez regarder un petit peu les enjeux que ça pose. Et en tout cas, donc Google se retrouve ciblé sur le plan juridique à ce sujet-là, donc va rejoindre vraisemblablement les nombreuses cibles tech géants qui distribuent des applications et qui ont des pratiques qu'on pourrait suspecter d'être anti-concurrentielles.
Et donc on va voir évidemment ce qui va arriver à ce sujet-là dans les semaines et les mois à venir. Mais un des éléments qui ressort des premiers éléments de plainte, c'est que Google a lancé pas mal d'initiatives et aurait même proposé des gros montants à destination de Samsung pour qu'ils abandonnent leur proposition de Galaxy Store. On voit qu'ils ont été, on commence à voir plusieurs pratiques qui ont été initiées. Il semblerait d'ailleurs que Fortnite soit une des composantes fortes à ce sujet, puisque le Play Store de Google comme l'App Store demande des paiements in-app sur lesquels ils reçoivent des commissions et ils ont commencé à voir qu'ils allaient potentiellement perdre ces commissions-là. On va voir en tout cas ce qui se passe concernant Google. Et puis un dernier élément d'actu. Alors j'aurais aimé retrouver des news qui recouperaient cette info et j'ai pas réussi à en retrouver. Donc je prends avec des grosses pincettes ce sujet, mais qui en fait sur le papier n'est pas vraiment surprenant et quand même un petit peu étonnant sur le plan technologique. Et pose question sur sa mise en œuvre. Je voulais juste le mentionner parce que soit il s'avérera que c'était une grossière incompréhension, comme c'est souvent le cas au sujet de la Chine. En l'occurrence, on va parler d'un sujet en Chine. Soit ça va être assez marquant. La Chine est un pays dans lequel il y a beaucoup de limitations. Il y a plusieurs limitations en tout cas, des réglementations qui visent à empêcher certaines consommations, notamment en matière de jeux vidéo. Alors, il y a plein de jeux vidéo qui sont autorisés en Chine. D'ailleurs, c'est un très gros éditeur, un très gros pays en matière d'édition de jeux vidéo avec la société notamment Tencent, mais il y a quand même pas mal de jeux qui sont restreints et la réglementation impose aux joueurs de moins de 18 ans de ne pas jouer notamment à plusieurs jeux vidéo entre 22h et 8h. Le but affiché est de lutter contre l'addiction aux jeux vidéo. Donc vous voyez d'ailleurs au passage en Europe on peut se plaindre parfois et notamment en France de l'association un peu hâtive qu'il peut y avoir entre la violence et les jeux vidéo. Vous voyez que là on est encore plus loin concernant la Chine. On est avec une autre façon de concevoir la consommation du jeu vidéo. Et en tout cas, il semblerait évidemment qu'il y a pas mal de moyens de contourner, voire même de ne pas être contrôlé sur la consommation de jeux vidéo pour ces jeunes durant ces horaires nocturnes. Et donc Tencent a annoncé la mise en place d'un nouveau système d'authentification biométrique qui pourrait filtrer les joueurs durant la nuit et qui empêchera donc tout joueur âgé de moins de 18 ans de jouer après 22 heures. Technologiquement, comment ça fonctionne ? Ce serait a priori de la reconnaissance faciale. On n'a pas évidemment tous les détails à ce sujet, mais en gros, après 22 heures, si vous voulez lancer un des jeux qui sont concernés par cette nouvelle fonctionnalité, donc distribué par Tencent, ou en tout cas édité par Tencent en Chine, ces personnes-là donc devront se soumettre à un test de reconnaissance faciale. Alors si jamais le test est positif, l'application se lance. Si l'application est négative, alors soit parce que le joueur est trop jeune ou qu'il y a un problème pour qu'il se soumette au test, il pourra pas lancer le jeu concerné. Il y en aurait une soixantaine de ces jeux qui seraient concernés, avec certains de ces jeux qui sont notamment très très populaires en Chine. C'est donc hyper intéressant de voir ce mouvement de contrôle qui est initié par la Chine. On peut d'ailleurs noter que pendant pas mal de temps, notamment entre 2000 et 2014, la Chine avait carrément interdit la vente de consoles qui étaient de la marque PlayStation et Xbox donc sur son territoire, ce qui amenait les joueurs à importer des consoles d'autres pays et créer un marché gris un petit peu particulier. Voilà, c'était 3 petites actus très simples que j'ai identifiées dans ma veille et que je voulais vous partager. Ça me faisait plaisir de vous les partager en mode solo. Je vais pas aller plus loin, il n'y a pas matière à discuter sur le sujet et il n'y a pas beaucoup d'actus en matière de tech pour l'instant. En plein milieu de l'été, il y a pas toujours de sujets marquants. Il y a parfois des grands événements qui tombent, notamment encore une fois, il y avait eu le conflit entre Fortnite et Apple qui était tombé un petit peu l'été dernier. On verra si cet été il y a un roman de l'été. On se fera fort de vous
vous le partager. En attendant, je vous laisse avec cette seconde partie de l'émission où Mika m'a largement aidé en préparant plusieurs recommandations en matière de sécurité. Vous allez voir, c'est des recommandations relativement simples, mais qu'on ne met pas toujours en œuvre, soit parce qu'on n'en a pas connaissance, soit parce que on n'en prend pas le temps. En plein milieu de l'été, vous aurez peut-être comme ça l'envie d'initier des choses. Une des préconisations les plus fortes, ce sera probablement d'installer un gestionnaire de mots de passe, mais vous allez voir que il y a énormément de choses qui sont abordées dans cette partie de l'émission. Je vous laisse donc en excellente compagnie et je vous dis à très vite dans un prochain épisode de Tech Café. Donc je suis Guillaume Vendée, je ne suis pas accompagné cette fois de Guillaume Poggiaspala, mais je suis malgré tout accompagné d'un fin connaisseur de la tech, mais également un auditeur assez historique et assez présent dans l'univers des podcasts, puisque c'est même quelqu'un dont vous voyez très souvent les commentaires qui accompagnent les publications des épisodes sur les sites web. On l'entend présent dans plein de podcasts d'ailleurs tech. C'est Mika, salut Mika. Salut Guillaume. Merci beaucoup de te joindre à moi. Peut-être que tu peux te présenter en quelques mots, si jamais on te connaît pas. Alors bonjour Mika, donc je suis l'ancien animateur du podcast NipSource, qui était hébergé chez NipTech, donc celui de Benoît Curdy et Michael, je me souviens plus son nom de famille d'ailleurs. Michael Monet, mais Mike, alias Side, S-Y-D-O. Exactement, alias Side. Sinon, je suis connu pour... alors, j'écrivais avant beaucoup sur développer.com, Open Classroom, donc anciennement le site du Zéro, etc. J'écrivais avant pour le magazine Programmé, pour ceux qui connaissent, et j'ai continué d'écrire pour le magazine papier Linux Magazine, donc des articles sur la tech, sur le développement en général. Et puis voilà, je suis fan d'open source. J'ai développé un framework qui est toujours en cours depuis 2009 en PHP. J'ai un site de prévention SIDA qui s'appelle Super Capote. Bref, voilà. T'es hyper actif et tu fais partie de ces figures un peu emblématiques de l'univers du podcast. Moi, j'avais demandé pendant longtemps à ce que on ait des retours en commentaire sur les épisodes de podcast. Et je dois dire que tu es de très loin le numéro 1 à poster des commentaires sur techcafé.fr. Et je te remercie parce que ça contribue aussi à faire vivre ces bonnes vieilles interactions du web qu'on aime bien. C'est vrai qu'à l'heure où il y a les réseaux sociaux, un serveur Discord, plein de possibilités d'interaction, je continue à aimer moi le fait de voir des commentaires parce que ça reste ancré un peu sur l'épisode et j'aime bien cette contextualisation des commentaires. Ouais. On t'entend aussi souvent, régulièrement, j'allais dire plutôt dans l'after show du rendez-vous tech de Patrick Béja. Bref, voilà, vous situez probablement Mika si ce n'était pas le cas avant. Et puis l'origine de cet épisode aujourd'hui, c'est que dans le cadre des contreparties sur Patreon, t'as été interpellé par le fait qu'il y avait des segments, c'est ça, qu'on pouvait partager. C'est ça. Donc tu t'es dit je veux prendre la parole, mais en même temps comment ça marche, comment ça s'organise. Et je dois dire, pour être très transparent avec toi, que j'avais même envisagé de retirer cette contrepartie. Alors non pas que on croulait sous les demandes, loin de là, au contraire, c'était pas très utilisé. Et en fait, quand tu m'as demandé comment est-ce qu'on s'organisait, j'étais un petit peu en peine de te dire comment on pouvait faire parce que justement tu faisais partie des premiers qui vraiment faisaient cette demande-là. Donc je pense qu'il faudra que je reformule un peu la manière dont c'est articulé ou que je le retire, mais dans tous les cas, ça a laissé l'opportunité à ce qu'on fasse cet épisode. Alors on va parler de choses très evergreen, des choses qui vont, je pense, beaucoup durer dans le temps. On va pas beaucoup parler d'actualité tech ensemble, Mika. On va plutôt parler des bonnes pratiques et je pense que c'est hyper propice de le faire en plein milieu de l'été parce que c'est un peu le moment où on a un petit peu de temps, peut-être qu'on part en vacances, peut-être d'ailleurs qu'on fait des vacances de podcast, qu'on en écoute pas trop. Mais je pense que les gens qui écoutent des podcasts sont peut-être un petit peu plus en temps long, en disponibilité intellectuelle, et c'est le bon moment aussi pour remettre en place des bonnes habitudes. Et tu as proposé, et j'ai trouvé l'idée assez excellente, Mika, qu'on puisse parler des bonnes pratiques et de l'hygiène de manière générale sur le web. Alors on aurait beaucoup de choses à dire, peut-être qu'on fera d'autres épisodes d'ailleurs, va savoir, notamment avec les réseaux sociaux, mais on est beaucoup parti dans la préparation de l'émission que tu as faite sur de la consommation en ligne, et c'est vrai que c'est hyper important parce que, écoute, moi j'ai été
exposé ces derniers mois, comme beaucoup de monde à cause de la crise sanitaire, à une explosion des arnaques, à une explosion des abus en ligne, et il y a un flou artistique énorme qui règne. Je ferai juste une petite parenthèse pour dire qu'il y a aussi beaucoup de mes proches, et je suis estomaqué, mais qui sont victimes des campagnes pour commercialiser les phase-up, là tu sais, les petits stickers que tu mets sur ton smartphone pour réduire les rayonnements d'ondes, alors qu'en fait ton smartphone, comme il est un peu bloqué au niveau de l'antenne à cause de ça, au contraire il chauffe plus et ça crée plus de problèmes qu'autre chose. Bref, petite parenthèse, mais pour dire qu'il y a énormément de personnes qui peuvent être exposées à plein de difficultés en matière de sécurité. Eh ben écoute, on va reposer les bases. Peut-être qu'une des premières bases sur lesquelles on peut s'arrêter, Mika, c'est le certificat HTTPS. On l'associe assez spontanément au cadenas vert dans un site web, et on dit s'il n'y a pas le cadenas, n'achetez pas. Est-ce que c'est si simple, Mika? Alors, malheureusement, non. Et comme pour ton exemple pour le stickers, c'est dommage, mais ça vient ça part d'une bonne intention. Il y a quelques années, je ne sais pas si vous avez suivi, mais Google a voulu prôner le HTTPS. Ils ont commencé à faire une campagne en indiquant que à terme, je crois que c'est déjà en vigueur maintenant, tous les sites qui n'étaient pas en HTTPS seraient moins mis en avant sur leur site, voire seraient indiqués comme non sécurisés. Le problème qu'il y a, pour ceux qui ne savent pas, c'est que avoir un certificat HTTPS, c'est payant, d'accord ? Et c'est pas anodin, c'est beaucoup plus cher, par exemple, qu'un nom de domaine. Un nom de domaine, aujourd'hui, ça coûte moins de 10 € par an. 10 € par an, d'accord ? Un hébergement web, c'est à peu près, ça dépend, on va dire du mutualisé, donc vraiment pas cher, on va dire c'est pareil, une quinzaine d'euros par an, d'accord ? Donc on est à peu près 30 € sur le nom de domaine et l'hébergement. Donc la totalité de ce qu'on a besoin pour mettre un site personnel en ligne. Un certificat, ça peut valoir entre 50 et 100 € par an. D'accord ? Donc déjà, pour tous les petits sites, on commençait à mettre un frein, une espèce d'internet à deux vitesses entre ceux qui auraient une activité internet qui leur permettrait d'amortir en fait ce prix de certificat, et ceux qui sont étudiants ou autres et qui auraient pas envie de mettre 50 € par an en plus pour un certificat. Et donc une initiative qui est née pour ça s'appelle Let's Encrypt. Alors, les certificats à la base, quand je dis que c'est payant, c'est parce que c'est pas pour vous embêter, c'est parce que il y a des gens en fait qui font ça. Quand vous demandez un certificat, déjà, il y a deux types de certificats. Il y a les certificats de domaine, qui sont les DV, et les certificats d'organisation, qui sont les OV. D'accord ? Quand vous allez sur des sites comme Le Monde, par exemple, pour un site comme ça, où on consulte juste des informations, la sécurité est mise en avant par un certificat HTTPS, certes, mais on n'a pas besoin de quelque chose de super sécurisé. Vous n'allez pas mettre des données sensibles sur le site de Le Monde. On va mettre de côté les exceptions qui consistent à se créer le compte sur le site du Monde, à payer l'abonnement, etc. Mais en gros, effectivement, les articles d'infos, c'est de l'information texte descendante, quoi, schématiquement. Exactement. Pour ce genre de site-là, en fait, vous voulez juste le mettre en HTTPS pour aller dans le sens de Google et dire mon site est en HTTPS, mais les données ne sont pas critiques, donc vous allez acheter un certificat de type DV, donc juste le domaine. Donc là, ça certifie seulement que ce domaine vous appartient et que vous êtes bien sur le site de ce domaine. C'est le cas de techcafé.fr, d'ailleurs. Voilà, c'est la seule chose que ça certifie, c'est tout. Ensuite, vous avez l'OV. L'OV, là, ça va vous garantir non seulement le domaine, parce que ça serait un minimum de prendre en compte le premier, mais également l'organisation. C'est-à-dire que si vous allez sur le site de Google, vous allez vérifier que le site de google.fr, le certificat, c'est bien google.fr, c'est bien sur ce serveur, et vous allez vérifier que c'est bien Google qui est à l'origine du site. Donc vous vérifiez, un peu comme en TCP/IP, vous allez vérifier l'identité de la personne, de l'éditeur du site, et également le site en question. Et donc, pour permettre de simplifier le passage en HTTPS de l'ensemble des sites de la toile, il y a un consortium qui s'est créé qui s'appelle Let's Encrypt et qui permet d'automatiser les certificats de type DV, donc juste le domaine. Et comment ils le font ? C'est tout bête. On a juste un batch installé sur un script, sur notre serveur, pardon. Ça prend honnêtement 5 minutes. Ouais, c'est facile. Et voilà. Et ça va juste permettre en fait de mettre une espèce d'URL disponible sur son serveur qui va être tapé par Let's Encrypt et qui va venir donc confirmer que, a priori, vous êtes bien à l'origine
de ce nom de domaine puisque j'ai tapé l'adresse qui était convenue entre nous, qui change tous les jours. Pour information, il y a un algorithme qui génère une espèce de token. Et donc, ils peuvent juste certifier que le domaine en question, c'est pas un phishing ou une personne qui se serait mis entre les deux. On est bien sur le serveur en question. C'est la seule chose que ça certifie. D'accord ? Alors du coup, c'est quoi la différence en matière de certification entre les deux types, les deux types de certificats DV et OV? Qu'apporte le OV concrètement pour l'utilisateur ou pour l'entreprise qui est derrière le site? Alors, ça apporte surtout pour l'utilisateur une réelle sécurité, parce que le OV, donc comme je disais, il y a une partie administrative, c'est très restrictif, c'est très j'allais dire chiant. C'est-à-dire que c'est très rigoureux, quoi. Voilà, mais je veux dire un truc tout bête, parce que dans ma boîte, on a des certificats HTTPS et donc on connaît ce genre de pratique. On va jusqu'à donner un numéro de téléphone d'une personne physique, d'accord, qui est associé à ce certificat, et la personne en face va jusqu'à appeler physiquement, au téléphone, un numéro de téléphone fixe, pas mobile, je sais pas s'ils ont changé là-dessus, pour vérifier que c'est bien la personne en question. Donc il y a vraiment une vérification administrative. Il me semble même que, de mémoire, en tout cas moi quand j'avais été amené à mettre en place ce type de certificat, ils vont jusqu'à vérifier, d'ailleurs ils voulaient pas le numéro de téléphone je crois, mais ils voulaient une adresse postale, et ils vérifiaient que l'adresse postale qui était référencée sur plusieurs sites d'annuaires reconnus amenait bien à ce numéro de téléphone, et en gros justement ils passaient pas par le numéro de téléphone, ou alors c'était peut-être pour certains types de certificats avec certaines sociétés, mais c'est vrai que ça demande une démarche pour eux de certification plus grande. Et peut-être le point qu'on peut garder à l'esprit, c'est qu'en fait, un certificat HTTPS, ça n'a finalement qu'une valeur tout à fait relative. Demain, si je veux créer un site d'arnaque qui vend des trucs pendant 48 heures frauduleux, je peux tout à fait le faire avec un site avec un certificat HTTPS en quelques clics en fait. Alors, pour un certificat donc de type payant, ça sera quand même plus dur de monter une arnaque parce qu'ils auront quand même une trace physique de quelqu'un. Oui, mais par contre avec un certificat généré par Let's Encrypt par le certbot, ça peut aller très vite quoi. Exactement. Là vous créez un nom de domaine tartampion.com et effectivement vous installez juste le script et en quelques minutes votre site il est en HTTPS. Du coup, l'avertissement qu'on peut transmettre aux utilisateurs, c'est vous tombez sur un site où on vous propose de la vente en ligne, on vous demande de saisir des données. Ne vous basez pas que sur le cadenas qu'il y a à côté de la barre de navigation d'URL de votre navigateur. Qu'est-ce qu'il faut vérifier, Mika? Il faut cliquer dessus. Alors déjà, selon les navigateurs, de mémoire c'est sur Firefox, peut-être Chrome aussi. Quand vous êtes sur un certificat de type DV, donc juste simple, vous avez juste ce certificat, et quand vous avez un certificat d'organisation, par exemple sur Amazon, vous avez carrément un bloc. PayPal, c'est pareil de mémoire. Il y a un bloc et il y a marqué Amazon ou PayPal Inc., je crois. Vous avez vraiment un bloc. Mais en tout cas, vous pouvez cliquer dessus. C'est tout bête, hein. Vous allez rentrer vos coordonnées bancaires quand même dessus. Donc, ça vous coûte rien de juste cliquer pour vérifier que vous les envoyez bien à qui vous pensez. Donc, vous cliquez dessus, vous vérifiez juste que le CNAME et surtout, si vous mettez vos coordonnées bancaires, le O, le organisation, c'est bien le site où vous pensez être. Ah, tout à fait. Dans Safari, c'est la même chose hein, aussi. Vous cliquez sur le cadenas. De toute façon, c'est tous les navigateurs qui fonctionnent évidemment de la même manière. Très bien. Est-ce qu'on a fait le tour des certificats ou est-ce que tu veux qu'on complète, Mika? Alors, je voudrais juste compléter. Alors, c'est pas sur le certificat même, c'est sur la suite. C'est sur l'UTF-8. Oui, tout à fait. Ouais. Et là, il faut qu'on fasse un peu de pédagogie sur qu'est-ce que c'est que les encodages de caractères, effectivement. Voilà. Alors, jusqu'à bien longtemps, les URL d'un site web étaient limitées en termes de caractères aux lettres dites ASCII, c'est-à-dire les lettres non accentuées que vous avez sur votre keyboard, sur votre clavier, pardon. C'est pas celles qui descendent de la montagne sur la neige. ASCII. Ah, excuse-moi. Non. Alors peut-être Guillaume Pogba connaîtrait mieux l'acronyme que moi. Je sais plus ce que ça veut dire ASCII. Ah, et je vais regarder pendant que tu développes. Je vais aller le donner comme mais ça. Mais c'est vraiment les caractères simples de A à Z, 0 à 9, tiret, underscore, point, etc. Mais aucun caractère accentué puisque déjà l'accentuation dépend d'une langue. Et l'avantage et le problème du web, c'est que c'est international. Donc, on pourrait pas s'amuser à mettre des accents. Sinon, il fallait commencer à réfléchir à avoir l'ensemble des accents du monde.
Alors j'ai Jean-Michel acronyme qui me glisse dans l'oreille que c'est American Standard Code for Integration and Interchange. Donc c'est voilà. Bon, ça veut dire qu'en gros c'est les caractères qu'ont décidé d'utiliser les Américains parce que c'était la base de leur langage, quoi. Oui, mais on entend bien la notion d'interopérabilité. C'est vrai. Donc ça permet des États-Unis au Japon, alors qu'on n'a pas du tout le même alphabet, de pouvoir échanger quand même des URL. C'est vrai. Mais ça a évolué entre-temps. Voilà. Mais c'est toujours pareil. C'est comme pour les stickers de ton exemple du téléphone. Pour une bonne idée, ils se sont dit pourquoi on permettrait pas d'avoir les accents. Bah pourquoi pas. Ça part toujours d'un bon sentiment. Bah honnêtement, quand tu regardes sur le papier sans étudier les impacts d'une telle décision, pour ma maman, pour plein de personnes, se dire que tu n'autorises pas les accents, c'est finalement assez contre-intuitif, et tu pourrais te dire au contraire que des marques qui ont des accents, si tu dois pas mettre le nom de l'accent dans la barre d'adresse du navigateur pour aller sur le site web, tu peux avoir une perte de confiance, quoi. Qu'est-ce qui fait qu'effectivement pour un utilisateur français, espagnol ou d'une autre langue, on devrait limiter les caractères aux caractères initiés par la mise en place du web par les États-Unis, quoi. Bah, en fait, c'est toujours pareil. C'est comme une faille informatique. C'est souvent la combinaison de deux choses qui permettent d'avoir une porte ouverte. C'est vrai. Ici, si on avait juste l'UTF-8 et qu'on n'avait pas Let's Encrypt, ça serait pas grave. Parce que aujourd'hui, si on veut créer un nom de domaine, on est bien d'accord qu'il faut s'authentifier auprès d'une administration et donc déposer un SIRET, etc. pour dire je suis bien la société, j'ai bien le droit d'utiliser ce nom de domaine. D'accord ? Mais avec Let's Encrypt, on permet de créer des certificats à la volée pour n'importe quelle URL. Et par exemple, prenons la caisse d'épargne. La caisse d'épargne, pour ta maman ou pour mes parents, la caisse d'épargne, dans l'idée, il y a un E accent aigu dans caisse d'épargne. Effectivement. Voilà. Ouais. Et or, le nom de domaine de la caisse d'épargne n'a pas d'accent, puisqu'il a été créé avant ce dispositif. Et donc, l'adresse de la caisse d'épargne ne possède pas d'accent. Donc demain, si j'achète www.caisse d'épargne avec l'accent, il est disponible. D'ailleurs, je l'ai prouvé quand on a discuté avec Guillaume. Je lui ai montré qu'il était disponible. Il est utilisé par, comment ça s'appelle, les cybersquatteurs. Donc il y a quelqu'un qui a acheté ce nom de domaine en se disant qu'il pourrait le revendre plus cher. Donc il est disponible, caisse d'épargne, avec un accent. Bon, et alors après il y a un autre élément dans les barres d'adresse, parce que là on parle depuis tout à l'heure des certificats et des caractères accentués dans les noms de domaine. Il y a un phénomène aussi qui devient assez dingue quand on regarde autour de nous, c'est la confusion pour l'utilisateur type entre justement la barre d'adresse où il y a l'adresse, l'URL complète d'une page ou d'un site web, et le champ de recherche de Google. Alors bien évidemment, cette confusion, elle a été amenée par Chrome, si je dis pas de bêtises, qui a été le premier à mixer la barre de recherche Google et la barre d'adresse. Et donc finalement, que vous tapiez votre requête avec des mots-clés dans la barre d'adresse ou une adresse www.techcafé.fr par exemple, finalement ça déclenchait à chaque fois les requêtes qui allaient bien, et Chrome savait s'il devait aller faire la recherche sur Google et vous donner les résultats, ou au contraire lancer directement le site web. Ce qui, là encore, d'un point de vue utilisateur, est extrêmement pratique. Mais alors, on assiste à une confusion assez incroyable, et nombre de personnes qui lancent Google pour taper l'adresse du site web dans le champ de recherche Google. C'est effarant. Je sais pas si tu l'as constaté autour de toi. Si, mon père fait pareil. Ben voilà, c'est vraiment déroutant. Alors en tout cas, et encore, c'est pas forcément une mauvaise chose, puisque si tu passes vraiment par Google ou un autre moteur de recherche reconnu, la première adresse, ça sera forcément le site officiel. Oui, alors bon, on pourrait mettre beaucoup de bémols et de réserves là-dedans, en disant que par exemple il pourrait y avoir des campagnes de SEA, d'achat de pubs qui mettraient les publicités en premier résultat pendant une période donnée. Voilà. Bon, c'est pas si simple non plus de rattacher n'importe quel domaine à n'importe quelle pub. C'est un tout petit peu surveillé, mais il y a souvent effectivement des abus à ce niveau-là. Et là aussi, quand on parle de confusion, encore une fois, je pense que ces sociétés ont un peu de responsabilité dans la facilitation des usages. C'est bien de faciliter les usages, je pense qu'on peut tous s'en satisfaire, mais il faut vraiment observer les effets de bord, et évidemment quand ils ont intérêt aussi à noyer visuellement les résultats publicitaires avec les résultats
organiques, donc les résultats qui sont fournis par le moteur de recherche de Google en tant que tel. On peut comprendre leur intérêt puisque quand tu vois moins que c'est une pub, peut-être que tu cliques plus facilement dessus, mais on peut vite aussi se faire avoir par ce type de résultats. Donc là aussi, restez vigilants sur le lien sur lequel vous cliquez. Ouais. Ok, donc pour l'UTF-8, on a fait le point. Alors c'est quoi les effets de bord par contre de l'UTF-8 ? On a parlé du fait que désormais on pouvait interpréter les caractères accentués dans les URL. Est-ce que c'est quoi les conséquences concrètes pour les gens ? Parce que spontanément on disait que ça pouvait paraître pratique, mais Oui, ça peut paraître pratique. Alors déjà, on a eu l'exemple de la caisse d'épargne. Donc le fait d'acheter un nom de domaine d'une entité connue française, française ou locale, une langue où il y a des accents. Et donc d'acheter le nom de domaine, le même nom de domaine exactement à la virgule près, en changeant juste, en mettant les accents qui vont bien, en plus les accents naturels, déjà ça permet de faire du phishing. Alors, justement, on va pouvoir détailler un petit peu justement ces notions de phishing. Il y a aussi d'autres sujets. Il y a la volonté de déposer des noms de domaine où on sait que les personnes peuvent être amenées à faire des coquilles dans la saisie de l'adresse à cause de leur clavier. Par exemple, si je tape Google, H-O-O-G-L-E, au lieu de Google, parce que le H est juste à côté, potentiellement le nom de domaine Google point quelque chose peut être un nom de domaine qui peut être encore une fois typo squatté et donc mettre en œuvre du phishing, quoi. Exactement. Pareil, vous mettez un N en trop à Amazon, mettez un O de trop ou un O de moins à Google. Enfin, toutes ces, effectivement, toutes vos erreurs de frappe, comme vous tapez rapidement, vous arrivez sur le bon site avec le certificat, etc. Vous faites pas attention à ça. Bon, effectivement. Alors, on va pas rentrer dans les détails de ce que peut occasionner le phishing, mais enfin bon, dans les grandes lignes, si jamais vous n'êtes pas familier de la notion, ce qui m'étonnerait, mais c'est bien évidemment le fait d'usurper un site reconnu dans lequel vous allez peut-être mettre vos coordonnées bancaires pensant à acheter quelque chose ou souscrire à quelque chose, alors qu'en fait, ce sera des personnes mal intentionnées, des organisations mal intentionnées qui vont récupérer vos données de paiement et les exploiter par ailleurs. Et ça peut être aussi le cas pour de la récupération de données personnelles. On vous demande de remplir un formulaire, nom, prénom, adresse, numéro de téléphone, et évidemment ces données vont être réutilisées par la suite. Ou encore là aussi du mot de passe, puisque si on vous fait croire que vous êtes sur le site d'une banque, vous mettez votre numéro de compte et votre mot de passe, effectivement ça leur donne des éléments supplémentaires pour tenter de se connecter à votre compte. Raison d'ailleurs pour laquelle maintenant très souvent les entités telles que les banques mettent en place des authentifications en 2 étapes et sur lesquelles un login mot de passe ne suffit pas, effectivement. Ouais, c'est une très bonne initiative. J'encourage tout le monde, surtout votre banque ou tout ce qui a de l'argent qui transite, et même votre mail. Puisque imaginez tout, votre banque, votre Amazon, etc. Tout est sécurisé sauf votre mail. On arrive à choper votre mail, on demande mot de passe perdu et on récupère tous les mots de passe. Ouais, c'est vraiment central. Je pense que c'est peut-être le conseil qu'on peut donner tout de suite. Ça peut avoir un côté fastidieux parce que c'est une option à activer dans chacun des services que vous utilisez. Et puis ça rend peut-être un petit peu moins fluide votre connexion quand vous êtes amené à jongler entre différents appareils. Mais le consensus est de dire que ces effets de bord négatifs dans votre expérience utilisateur pour vous connecter sont largement compensés par la sécurité que ça peut vous amener, qui est pas encore garantie, hein. On a déjà relayé dans Tech Café quelques failles à ce niveau-là, mais une authentification en 2 étapes, ça vaut vraiment le coup. Un autre conseil qu'on peut donner d'ailleurs pendant qu'on y est, et d'ailleurs pour gérer vos authentifications en 2 étapes avec le code qui change tout le temps et qu'on vous demande de saisir, c'est d'utiliser un gestionnaire de mots de passe. Moi, c'est une recommandation, une préconisation que je fais le plus souvent possible. Il y en a plusieurs, il y en a des gratuits, il y a différents services à ce niveau-là, différentes expériences utilisateurs, mais sachez qu'il y a plusieurs gestionnaires de mots de passe. Peut-être qu'on peut préconiser mince, j'ai mangé le nom de celui que je n'utilise pas, qui a consonance allemande dans le nom et que tu peux installer toi-même. Bitwarden. Voilà, Bitwarden, qui est probablement une belle préconisation. Il y a Dashlane aussi. C'est celui que je conseillerais en plus. Dashlane ou Bitwarden? Bitwarden. Bitwarden. Ouais, je pense que. Alors, on peut encore faire une petite parenthèse sur le sujet, mais le fait qu'on puisse installer son propre serveur Bitwarden est un bon argument, je trouve. Après, j'ai toujours peur de faire reposer des éléments aussi cruciaux que la sécurité et mes accès, mes mots de passe, etc., sur des serveurs que j'auto-héberge. Est-ce que tu préconises d'auto-héberger Bitwarden ou d'utiliser leur service qui est géré clé en main? Non, la deuxième. Mais même si je suis capable, j'ai des serveurs, donc je sais installer des serveurs. Mes serveurs, il y a rien de critique, c'est mon framework, c'est site de prévention, c'est des choses qui pourraient tomber demain, ça serait pas grave.
mais je prendrais pas le risque d'auto-héberger mon Bitwarden, même si je trouve que c'est une très bonne initiative de le faire, notamment pour les entreprises. Comme ça, vous pouvez l'héberger en LAN et donner l'accès uniquement en LAN. Donc tout le monde aurait accès à ses mots de passe sans qu'il puisse sortir de l'extérieur du périmètre réseau de l'IT. Mais pour les particuliers, je recommande, comme pour l'ASPAS, etc., d'utiliser services en ligne. C'est très bien. Ouais, effectivement. Reposez-vous sur la sécurité que mettent en place ces boîtes, puisque c'est une composante assez essentielle du service. Donc, vous amusez peut-être pas à l'héberger sur votre Raspberry Pi chez vous, et ça me paraît dangereux. Enfin, si vous le faites, c'est peut-être que vous savez, ce que vous faites, évidemment. Mika, l'achat en ligne, c'est probablement un des trucs les plus cruciaux sur Internet en matière de consommation, forcément, parce que là, on parlait d'aspects un peu annexes, mais concrètement, on va passer à la caisse et puis on veut acheter des choses. Là, tu avais quelques préconisations à faire passer. Alors, c'est tout bête. Si vous achetez sur un site que vous connaissez, qui a pignon sur rue comme Amazon, la Fnac, Cdiscount, etc., là, c'est comme d'habitude, vous saisissez votre carte bleue. De toute façon, vous allez avoir une deuxième authentification par votre banque, etc. Donc là, il y a rien de particulier. Si c'est sur pignon sur rue, même eBay, etc., c'est des sites que vous connaissez. Et vous le savez parce que vous avez cliqué sur le cadenas et que vous avez été explorer un petit peu les informations. Exactement. En dehors du phishing. Oui. Voilà, c'est ça. Et par contre, si c'est un site que vous connaissez pas, moi pourtant, au niveau sécurité, je connais. Donc, je me suis fait avoir le Noël dernier. Je suis tombé sur une pub Instagram d'un petit robot qui permettait de mimer en fait un dessin pour les enfants. Donc, vous lui mettiez un crayon entre les doigts et vous mettiez une carte et il redessinait en fait le dessin devant l'enfant. Vous pouviez mettre en pause. Je trouvais ça trop bien. En plus, l'offre était alléchante, c'était 30 €. Je me suis dit, oh, ça va être un cadeau sympa pour les petits. J'ai cliqué sur la pub Instagram. Donc, je suis parti d'un réseau à qui je faisais confiance, Instagram. Je suis pas parti d'une pub en ligne ou autre. Je suis arrivé sur un site sécurisé en HTTPS. J'ai créé un compte. J'ai passé commande. Je suis allé sur PayPal et c'est là que je mettrai l'accent. J'ai payé et après j'ai été sur mon suivi de commande. Il y avait bien un suivi de commande. Forcément, le premier jour, c'était juste débité, etc. Et quelques semaines après, j'étais étonné de ne pas encore recevoir ou même d'avoir un mail pour me dire qu'il allait partir dans tel jour, etc. Sachant qu'il était en stock au moment où j'ai passé commande. Donc je suis retourné sur le site, j'ai été voir le suivi, il n'avait pas bougé. Alors je me suis inquiété, au début je sais plus s'il y avait un formulaire de contact ou pas, mais en tout cas je me suis inquiété, j'ai commencé à taper sur Google l'adresse du site. Et j'ai vu que d'autres personnes se plaignaient effectivement que ça sonnait comme une arnaque. Donc là ce que j'ai fait, comme j'étais passé par PayPal, je suis allé sur le site de PayPal et on peut mettre en cause un paiement par PayPal. C'est ce que j'ai fait. J'ai dit déclarer un litige. Ouais. Exactement, déclarer un litige. Et j'ai dit il y a une drop down, donc un menu déroulant, et on sélectionne j'ai pas reçu le produit. Et ce qui est bien avec eux, c'est qu'ils partent pas d'une logique coupable. Ils disent attendez, on va les contacter pour voir s'ils n'ont pas un problème de stock ou quoi aux caisses, et on revient vers vous dans je crois que c'est 2 semaines. Ils ont 2 semaines en fait pour faire le médiateur et donc aller voir si c'est de bonne foi qu'il y a eu un souci ou si c'est une arnaque. Il s'est avéré que c'était une arnaque et PayPal m'a remboursé. Donc c'est pour ça que je dis c'est très important si vous devez, parce que vous avez vraiment un produit comme ça que pour des raisons de planning ou de logistique, vous voulez avant Noël, avant l'anniversaire ou autre, et que vraiment vous voulez acheter sur ce site-là et vous n'êtes pas sûr que ça soit pas une arnaque, payez par PayPal. Ouais, c'est vrai que ça offre quand même ce confort et cette possibilité de se retourner. Tu sais que pour la petite anecdote, alors bon, déjà pour déculpabiliser peut-être les gens qui nous écoutent ou contribuer aussi à déculpabiliser, moi aussi je me suis fait avoir une fois sur une commande d'un site et également via une publicité depuis les réseaux sociaux. Donc bon, c'était pas la première fois que je le voyais, je réfléchissais à l'achat et quand j'ai revu une pub, ça m'a déclenché l'acte d'achat. Je pense que c'est un point important, ça peut-être déjà de pas partir sur des achats trop compulsif, compulsif non, mais plutôt impulsif effectivement, parce que les réseaux sociaux sont très bien faits pour ça et la raison pour laquelle ça fonctionne, c'est parce que justement il y a beaucoup d'intelligence derrière le ciblage et derrière la qualité de la publicité qui vous amènera à aller consommer. Donc peut-être, bon, évidemment faites très attention là-dessus. D'un autre côté, tu sais que pour la petite anecdote, j'avais participé à un financement participatif sur Ulule et donc j'avais
demander un paiement par PayPal, et le paiement par PayPal est arrivé bien plus tard. Et la manière dont c'était libellé, l'organisateur du financement participatif avait pas fait les choses super bien sur l'identité du compte PayPal, et du coup je m'étais fait prélever et je faisais pas le lien avec ce prélèvement, et donc j'ai déclenché ce litige qui m'a donné raison, et donc j'ai été remboursé, mais malheureusement l'organisateur du financement participatif m'a recontacté derrière en disant ouais, ok, j'ai peut-être pas fait ce qu'il faut, mais ta commande elle est un peu bloquée, quoi. Donc bon, c'est très très efficace effectivement à ce niveau-là. Et surtout qu'en plus vous ne donnez pas votre numéro de carte bleue. Ouais, effectivement. Vous passez par un tiers, vous authentifiez sur PayPal, et c'est PayPal qui a l'ID de la commande à qui il faut faire le feedback pour dire elle a bien été payée. Donc votre carte bleue elle reste dans votre poche. Effectivement, c'est quand même un élément important à garder en tête, et c'est une belle préconisation qu'on peut faire, c'est sûr. Dernier volet sur les éléments que tu avais préparés, Mika, et que tu voulais partager, parce que le temps file à grande vitesse ensemble, et tant mieux. Tu voulais nous parler des mails. Alors, quel fléau. Les mails avec évidemment les liens, alors on les associe souvent au risque de phishing. Bon, aide-nous un petit peu à y voir un petit peu plus clair dans les mails qu'on peut recevoir, sur ceux pour lesquels on peut avoir confiance et ceux pour lesquels on doit se méfier. Alors déjà, il faut savoir un truc tout bête que beaucoup de gens ne savent pas, c'est que les emails, il n'y a pas de vérification de l'émetteur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous avez un serveur postfix, donc sous Linux ça prend 5 minutes à installer, vous pouvez émettre un mail de n'importe quoi @n'importe-quoi.com vers un ami ou une amie ou votre copine ou autre. Dans l'absolu, même si vous n'avez pas le nom de domaine en question. Exactement. Le from en fait d'un email n'est soumis à aucune restriction de vérification de quoi ou qu'est-ce. Après, certaines adresses email depuis quelques années vérifient que l'IP qui a émis, parce que forcément vous envoyez l'email, il y a bien une trace de votre IP qui a émis le paquet pour l'email. Donc certains sites, notamment Gmail, etc., vont faire cette démarche de vérifier que l'IP qui a émis le mail correspond à l'IP du domaine qui est censé, qui est censé être ou est censé être le serveur en fait. Donc en général, les mails venant de n'importe quoi.com avec cette IP, en général, Gmail, etc., vont les bloquer. Mais comme tout à l'heure, on l'a vu avec les accents, etc., je peux émettre un email d'un from qui ressemble à la caisse d'épargne, avec l'accent par exemple, qui viendra de mon IP et j'aurai le nom de domaine. Et donc au final, Gmail, etc., ne dira pas que ce mail est un spam, parce que je possède l'IP qui a émis le mail du domaine, mais c'est pas la caisse d'épargne, c'est la caisse d'épargne avec un accent. Ouais, donc ce qui est étonnant d'ailleurs dans le cadre de l'email, quand on met ça en perspective de ce que tu expliquais sur les certificats de sécurité, c'est le fait qu'il n'y ait pas d'équivalent du HTTPS pour les mails finalement. Je trouve que le mail reste une technologie quand même hyper ancienne qui a jamais évolué. Je me trompe, il n'y a pas de solution à ce niveau-là? Je sais pas, il faudrait demander à Guillaume Pogzapala, parce que le GPP permet ça, je crois, mais j'en suis pas sûr. Ah, ça tomberait bien, il saurait de quoi on parle du coup. Le je GPP. connais pas bien. Mais je sais que le GPP c'est une espèce de certificat, donc de mémoire tu peux dire que l'email vient de tel certificat, et donc comme tu donnes ta clé publique, là ça va devenir technique là. Mais bref, avec la clé publique et la clé privée, la personne qui reçoit l'email est la seule à pouvoir déchiffrer, enfin bref, elle peut vérifier que c'est bien la personne émettrice qui est bien, enfin bref. Ouais, on apporte une clé de sécurité complémentaire, de vérification complémentaire, mais évidemment c'est directement à l'encontre de l'usage. C'est un peu ça qui est cool avec le HTTPS quelque part, c'est que ça a permis d'avoir un premier regard de sécurité avec tous les bémols dont on a parlé ensemble, Mika, mais qui restait assez simple finalement et visuellement intuitif. Donc ça c'est quand même cool, et c'est dommage qu'on n'ait pas trouvé l'équivalent pour l'email pour apporter une couche de sécurité supplémentaire. Ça pourrait être le GPP, mais il faudrait que les Gmail, Outlook, etc. le cache entre guillemets pour que pour l'utilisateur ça soit par défaut en GPP, mais que l'utilisateur se pose pas la question de qu'est-ce que c'est que GPP. Ouais. Effectivement. C'est aussi d'ailleurs une vertu des services comme Gmail ou des autres d'ailleurs, hein, c'est que ils ont un regard un peu plus large sur les risques qui peuvent transiter par email et parfois peuvent intervenir plus facilement. Bon, il y a forcément des avantages à quelques contreparties négatives qu'on peut avoir sur ce type de service de toute façon. Ouais. Donc la seule règle qu'il y a justement pour un email, en fait, c'est tout bête. S'il y a un email avec un lien, vous ne cliquez pas dessus. Sauf si c'est quand vous venez de vous inscrire, vous avez le mail de confirmation de l'email. Là, forcément, il vous envoie un lien. Ce que vous pouvez faire, tout bêtement, c'est cliquer droit sur le lien de l'email pour aller vérifier que l'URL
où ça va vous emmener, c'est bien celle où vous pensiez aller. Parce que un email, quand on le reçoit, c'est en HTML, et l'HTML, le lien que vous voyez, le libellé qui est écrit, c'est écrit dans le code. Ça correspond pas forcément à l'URL réelle qui est appelée. Je peux marquer www.amazon.fr et quand vous cliquez sur le lien, vous arrivez sur toto.amazon.fr. C'est d'ailleurs d'autant plus le cas que beaucoup de services utilisent les redirecteurs d'URL en plus, donc c'est encore plus sioux effectivement. Ça c'est pour les stats en plus. En plus, pour mesurer un petit peu les taux de clic. Donc, si jamais vous voyez des bit.ly ou des po.st ou des raccourcisseurs d'URL, c'est pas non plus une garantie de pertinence. C'est pas non plus un risque supplémentaire. C'est juste, vous avez pas l'info, quoi. Donc, effectivement, faites très attention. Et puis la préconisation ultime, c'est que quand bien même c'est un mail qui vient d'une autorité qu'on a l'habitude de connaître, c'est quand même mieux de pas cliquer dessus, même si on sait qu'il y a de bonnes chances que ce soit légitime, mais plutôt d'aller nous-mêmes faire la démarche de se connecter sur le service en ligne, non ? Exactement. Écoute, merci beaucoup Mika. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voulais rajouter par rapport à toutes ces préconisations ? Non, c'est comme pour les mots de passe. C'est ça. Les mots de passe, c'est comme le slip. Vous le changez régulièrement. Vous ne le prêtez pas aux autres. On prête peut-être plus facilement un slip qu'un mot de passe en plus, va savoir. Bon, écoute, merci beaucoup Mika. J'espère qu'on aura apporté une info éclairée et à la limite peut-être que vous étiez au courant, mais que le fait d'écouter cet épisode vous fera un petit déclic pour vous retrousser les manches et adopter les bonnes pratiques. Donc écoute, merci infiniment. Est-ce que tu peux nous rappeler où on peut te retrouver, Mika, tout simplement ? Alors sur Twitter, Dupo _ donc le trait du 8 org, parce que c'est mon site dupo.org. Et après, c'est tout, je crois. Ah si, il y a mon site mkframework.fr, mais ça c'est pour ceux qui font du développement PHP, ou supercapote.com, qui est mon site de prévention. Merci beaucoup pour ton initiative et puis pour le temps qu'on a passé ensemble. J'ai presque envie de te dire à très très bientôt dans les commentaires d'un futur épisode ou dans tes oreilles, Mika. Et merci beaucoup en tout cas d'avoir consacré un petit peu de temps avec moi. Vous me retrouvez sur guillaumevendée.fr et tous les épisodes sont sur techcafé.fr. Le rythme estival est un petit peu perturbé, mais c'est aussi pour se reposer et revenir encore plus en forme juste après. Merci beaucoup pour votre fidélité. On se dit à très très bientôt dans un prochain épisode de Tech Café. Ciao à toutes et à tous.